Salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Cette fois on va parler, ou enfin reparler, d'un sujet emblématique de l'animation japonaise, les robots. Plus précisément des super robots, robots réalistes et bien moins connus, les Mecha Musume. Sachant que cette vidéo fait suite à celle sur les robots et les androïdes, publiée il y a plus d'1 an maintenant. Donc oui, il était grand temps de faire une suite. Le terme super robot désigne un robot surpuissant aux capacités plus proches du fantastique que de la science, et donc parfaitement irréaliste, prenant généralement la forme d'un humanoïde géant. Pour bien comprendre le concept, il faut savoir que si le mot super fait bien sûr référence à la puissance, ce n'est pas sa seule origine. Le terme en effet était influencé par le comic Superman. Il faut donc voir le super robot comme une sorte de super-héros luttant contre le mal, bien qu'il y ait comme toujours des exceptions. Sauf exception, la plupart des super robots ont les caractéristiques suivantes. Une matière inconnue est utilisée pour son armure ou comme source d'énergie, il est d'une puissance incomparable aux armes existantes, les pilotes crient le nom des armes quand ils les utilisent, ce qui est d'ailleurs devenu un gag. Il gagne en puissance grâce au mental du pilote, réveillant parfois un pouvoir caché. Tout le monde ne peut pas le piloter, d'ailleurs c'est même le robot lui-même qui choisit son pilote. Le pilote est presque toujours un civil qui est impliqué par hasard. Le robot agit parfois de lui-même comme s'il avait une volonté propre. Souvent ils ont été fabriqués par une race extraterrestre avancée ou grâce à une technologie oubliée, ou encore par un scientifique maintenant mort. Ils ne peuvent donc pas être produits en masse. Généralement le personnage principal est une sorte de héros qui doit protéger le monde. Pour la forme et le fonctionnement, là ça varie énormément en fonction de l'époque et de l'œuvre. Si une grande partie sont des robots simples comme dans Mazinger Z, il y a également le type combinaison, où plusieurs robots s'assemblent pour gagner en puissance, comme par exemple dans Gunbuster ou Gurren Lagann, ou le type transformable comme dans Transformers. Si au début les robots comme Iron Man de Tetsujin ou Giant Robot étaient simplement télécommandés, ils ont ensuite été pilotés de l'intérieur. On en trouve également qui sont totalement autonomes. Ils peuvent avoir un comportement identique à un humain. Ça peut être dû à une IA particulièrement évoluée, ou du fait qu'il s'agit d'une forme de vie. Le genre super robot est vraiment très emblématique de l'animation japonaise. Il faut dire qu'il s'agit de l'un des tout premiers genres diffusés à la télévision. Le véritable pionnier du concept, c'est Tetsujin de Mitsuteru Yokoyama, dont le manga a été publié entre 1956 et 1966 et a été adapté en anime de 1963 à 1965. Il est ainsi considéré comme l'origine de toutes les œuvres de super robots. Œuvre précurseur, il a plusieurs originalités, principalement que le robot, nommé Iron Man, était télécommandé, ce qui fait que selon la personne qui le contrôle, il peut être bon ou mauvais. Ce n'est qu'après un certain temps que le côté héros allié de la justice a été mis en avant. L'autre œuvre fondatrice, c'est Mazinger Z de Go Nagai, dont les mangas sont sortis entre 1972 et 1973 et a été adapté en anime entre 1972 et 1974. C'est ici que l'on trouve pour la première fois un robot géant piloté de l'intérieur, donnant un sentiment d'unité entre le héros et le robot, ce qui avait pour but de mettre directement le héros, et donc le spectateur, dans l'action, rendant les combats bien plus intenses. Cette idée fut une révolution pour le genre, et Mazinger Z rencontrant un large succès. Il amena également plusieurs éléments incontournables de l'animation de mecha, comme les super armes, l'ajout d'équipements optionnels, ou encore les fameux moteurs qui fonctionnent à 200%. Avec Tetsujin et Mazinger Z, les bases du concept de super robot étaient déjà finies. Durant toute la décennie 1970, tous les animes de robots imitaient ou reprenaient les idées de ces deux œuvres. Ces animes étaient très manichéens, avec un héros qui représentait les plus hautes vertus de la société japonaise, alors que les méchants étaient cruels, autoritaires et inhumains. On peut également noter que le réel personnage principal, qui donne généralement son nom à la série, c'est le robot et non son pilote. Les enfants japonais grandissaient avec ces robots, et la multitude de jouets qui vont avec, le marché des jouets et autres maquettes et figurines étant d'ailleurs encore aujourd'hui un élément très important des animes de mecha. Mais si le style super robot fut quasiment figé dès le début des années 1970 et domina l'animation de science-fiction pendant de nombreuses années, un anime vient soudainement totalement bouleverser la situation. Mais avant de parler de la révolution Gundam, il faut revenir sur un équipement qui l'a inspiré, l'exosquelette motorisé. Le principe de l'exosquelette fit sa première apparition dans le roman Patrouille Galactique, écrit en 1937 par l'écrivain américain Edward Elmer Smith, mais le concept a réellement été popularisé avec le roman Starship Troopers de Robert Heinlein en 1959.
ainsi que par le comic Iron Man en 1963. Les principales caractéristiques sont que l'armure doit être de taille humaine, si utilisée par des humains évidemment. Elle sert à renforcer l'utilisateur et le soutient grâce à une interface immersive. Mais surtout sa plus grande caractéristique, c'est qu'elle doit être revêtue par l'utilisateur, se superposant à ses mouvements. Par contre, les principes de fonctionnement sont très variés, allant de ceux utilisant la puissance mécanique à ceux qui utilisent des matériaux biologiques, en passant par les concepts mystiques. Traditionnellement, l'exosquelette prend la forme d'une armure intégrale, blindée et hermétique, dans un style pouvant rappeler les combinaisons spatiales, comme dans Bubblegum Crisis. Mais maintenant, ils peuvent être plus légers et ne pas couvrir l'intégralité du corps, utilisant alors des champs de force ou une force fantastique pour protéger l'utilisateur, comme dans Infinite Stratos, ou la nanotechnologie, comme dans Skygirls. Bien que le réalisme dépend grandement de l'œuvre, il reste bien plus réaliste et crédible que les super-robots. Au Japon, le thème s'est fortement répandu dans les œuvres de science-fiction durant les années 1980. Dans les animes, on le doit à des concepteurs mécaniques comme Kazutaka Miyatake, qui a conçu les mechas de nombreux animes célèbres, comme Yamato ou Gunbuster, mais également les Battle Suites des Zentradi de Macross en 1982 et les armures de Starship Troopers en 1988. Le studio Noé jouait également un grand rôle, ainsi que l'illustrateur Naoyuki Kato. Ils donnèrent l'image des combinaisons comme on les trouve maintenant dans les animes et les mangas. Mais pour tout dire, en réalité, ce n'est pas vraiment un équipement que l'on rencontre souvent dans les animes et les mangas. Mais le concept de l'exosquelette motorisé a inspiré l'un des styles les plus célèbres de l'animation japonaise, les robots réalistes. Ainsi, l'influence des exosquelettes fut un tournant important dans la conception mécanique de l'animation japonaise, les mechas de type robot réaliste pouvant être vus comme une évolution du concept. La principale différence vient du fait que si un exosquelette est revêtu par l'utilisateur et se superpose à ses mouvements, un robot lui est piloté. Il faut plus le voir comme un véhicule anthropomorphe que comme une combinaison. En 1979 sort Mobile Suit Gundam de Yoshiyuki Tomino, qui met en scène une guerre entre les habitants de la Terre et ceux des colonies spatiales. Cet anime a un impact profond sur l'animation et les mangas de science-fiction, mais surtout il révolutionne totalement le genre mecha, en créant le mecha réaliste, ou robot réaliste, en opposition aux super robots alors omniprésents. A noter que si les robots de Gundam sont appelés des Mobile Suit et comme dit précédemment s'inspirent des exosquelettes et autres Battle Suit, ils sont très différents. Si les super robots sont représentés comme surpuissants et souvent d'origine mystérieuse et même parfois quasi mystique et surnaturelle, Gundam lui adopte une approche totalement différente et nouvelle. Ici les mechas ne sont plus des entités toutes puissantes, mais sont ramenés au simple statut d'armes de guerre produites en série. Les capacités fantastiques et surnaturelles sont remplacées par des logiciels, des capteurs et des intelligences artificielles. D'ailleurs, ce sont surtout les capacités des pilotes qui sont mis en avant. Les super armes laissent place à des équipements consommables qui provoquent des dépenses coûteuses, qui obligent à limiter leur utilisation. Fini les robots indestructibles ou blindages auto-réparants, maintenant ils peuvent être facilement endommagés ou détruits, et requièrent une logistique lourde et coûteuse. Toujours dans la même idée, et même si souvent les personnages principaux et certains ennemis importants utilisent des mechas dédiés plus performants que la moyenne qui ne sont pas forcément produits en série, ils ne peuvent pas écraser les mechas produits en masse uniquement par leur seule performance. Comme je l'ai déjà dit un peu avant, ce sont surtout les capacités des pilotes qui sont mis en avant. Les mechas réalistes ne sont que des consommables qui peuvent être produits en masse, réparés, modifiés, mais également abandonnés. Les mechas réalistes mettent donc l'accent sur le réalisme, mais ça ne signifie pas forcément qu'ils puissent vraiment exister dans la réalité, mais qu'ils sont réalistes dans leur monde. D'ailleurs, il n'y a pas de définition absolue, et le fait qu'un robot soit réaliste ou super est en grande partie laissé au jugement de son créateur. Par exemple, si les robots transformables sont généralement des super robots aux transformations totalement improbables, il existe des exceptions. Les chasseurs variables de la licence Macross prennent la forme d'un avion de chasse qui peut se transformer en robot humanoïde. Mais le procédé est suffisamment crédible, logique, techniquement expliqué et justifié qu'il s'agit bien de mechas réalistes. Le respect des lois de la physique et une explication logique des raisons de l'existence de ces mechas étant caractéristique du genre. De plus, tous les mechas réalistes ne sont pas forcément des armes conçues pour le combat. Ils peuvent également avoir un rôle civil, remplaçant camions de pompiers, engins de chantier ou de manutention par exemple. L'un des meilleurs exemples, c'est les animes Patlabor. En dehors de ces mechas, une histoire de mechas réaliste se distingue également par une approche plus réaliste, pouvant mêler intrigue politique, stratégie, crimes de guerre et souffrance des protagonistes. On y trouve également une rupture avec la perception de la technologie et de la guerre. Le combat n'est plus idéalisé et montre au contraire l'absurdité de la guerre.
ainsi que l'impact des destructions, tout en évitant d'être manichéen. L'accent n'est plus mis sur le robot, devenu une simple machine, mais sur l'aspect humain et sur l'intrigue. Le pilote n'échappant pas à la souffrance et à la douleur de voir un être cher mourir, à s'interroger sur leurs actions ou remettant en question le sens même de la guerre. Ainsi, alors que les super-robots représentent plutôt le courage et le sens de la justice, les mechas réalistes représentent plus la souffrance et le pacifisme, une notion particulièrement importante pour la société japonaise. Pour l'anecdote, initialement Tomino appelait le genre hard robot, probablement en référence à la hard science-fiction, mais Real Robot, utilisé par Takahashi, s'est progressivement imposé. Si on considère aujourd'hui que Gundam a créé le genre du mecha réaliste, le concept n'est pas sorti de nulle part. En 1974 fut diffusé l'anime de science-fiction Uchu Senkan Yamato. Celui-ci révolutionne l'animation grâce à son thème, son histoire, son sérieux et le réalisme de sa conception mécanique, s'imposant rapidement comme le nouveau standard de l'animation japonaise. En 1977, Gashin Sentai Mechander Robot intègre la réalité militaire ainsi que des mechas produits en série. Puis arrive Mobile Suit Gundam en 1979. Gundam est le représentant du mecha réaliste, mais il garde tout de même un certain aspect des super robots. Par exemple, l'importance de l'esprit combatif du pilote, qui grâce à son courage et sa détermination peut changer le cours de la bataille, obtenant même parfois des super pouvoirs, comme dans Gundam Seed. En plus de Gundam, on peut citer comme précurseur la franchise Macross, qui a débuté en 1982, Armored Trooper Votom en 1983, ou encore Pat Labor en 1989. Voilà un sous-genre encore peu connu, mais qui réunit deux thèmes très chers aux japonais, en tout cas aux otaku, les mechas et le moe. Les Mecha Musume sont ainsi des personnifications anthropomorphiques de matériel militaire, comme des chars, des navires ou des avions, avec des personnages généralement jeunes et souvent pas très vêtus. La Deuxième Guerre mondiale est le thème le plus populaire du style. Si le terme de Mecha Musume n'est apparu qu'en 2006, avec une série de figurines produites par Konami, ses origines sont bien plus anciennes. La toute première illustration du genre connu fut publiée dans le Inago Shimbun, un journal spécialisé dans la marine, en 1934. Elle représentait le croiseur Atago avec des éléments anthropomorphiques. Mais bien sûr, ce n'est pas un style courant, et c'est très éloigné de l'anthropomorphisation moe apparue après les années 1990. Mais avant de parler des Mecha Musume en elles-mêmes, il faut parler des Mecha Shoujo. Le terme Mecha Girl ou Mecha Shoujo fait référence aux robots à l'apparence féminine, que ce soit des méca géants humanoïdes, des androïdes, des gynoïdes donc pour le coup, des cyborgs ou tout autre élément mécanique. Le terme semble avoir été utilisé pour la première fois dans le 11e épisode de Taiyo Sentai Sun Vulcan, diffusé le 18 avril 1981, épisode nommé Kanashimi no Mecha Shoujo, dont le titre a été adapté en anglais par The Mecha Girl of Sadness. Mais avant ça, le Cyborg 003 de Cyborg 009, dont le manga a été publié entre 1964 et 1979 et adapté en anime en 1968, avait déjà lancé la tendance des belles jeunes femmes cyborgs. Et Mazinger Z en 1972 présentait les premiers robots géants à l'apparence féminine. Au début des années 1980, les illustrations de Mecha Shoujo portant des pièces d'armure de mecha populaires apparurent dans les magazines de modélisme et d'animation, particulièrement avec les MS Girls, MS pour Mobile Suit, avec des jolies filles moe qui sont des Gundam anthropomorphisés. La première apparition d'une MS Girl est une illustration de Takami Akai dans le magazine Animeke numéro 25 de juillet 1982. Il est ensuite reprise par Mika Akitaka, qui a également travaillé sur la conception mécanique de plusieurs animes Gundam. Akitaka publia régulièrement des MS Girls dans le magazine Monthly Gundam Ace à partir de 1982 et rendit populaire le style, qui fut alors repris pour présenter les mechas d'autres licences et des équipements militaires réels, ce qui lança ce que l'on nomme aujourd'hui les Mecha Musume. À partir du milieu des années 90, l'arrivée de l'informatique et d'Internet voit des créateurs amateurs s'approprier le style, le popularisant encore. Mais c'est réellement Shimada Fumikane qui fit passer les Mecha Musume du niveau d'illustration amatrice à celui de production commerciale. Il commença en 2004 avec une figurine qui est une représentation anthropomorphique, sous les traits d'une jolie jeune fille bien sûr, du chasseur allemand ME109. Dès 2005, ces illustrations furent utilisées par Konami pour une série de figurines du même concept, sous le nom de Mecha Musume. Mais ce n'est pas tout. En 2006, Konami commanda au studio JC Staff ce qui est aujourd'hui connu comme le premier anime de Mecha Musume, Sky Girls, avec comme concepteur mécanique et chara designer
évidemment Shimada Fumikane. Il s'agit cependant d'un style un peu différent, puisque les personnages sont physiquement normaux, mais utilisent des exosquelettes volants, dans un style relativement réaliste. En 2008, Shimada travaille sur Strike Witch. Ici, les jeunes filles utilisent des appareils qui ont un fonctionnement bien plus fantastique, et utilisent la magie. Les filles restent cependant des humaines. A noter que les couleurs des appareils s'inspirent des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, l'action se déroulant d'ailleurs durant une version alternative des années 1940. En 2009, le manga Upote, adapté en anime en 2012, présente une nouvelle approche du genre. Ici, les jeunes filles semblent parfaitement normales, sans aucun aspect méca, mais il s'agit en fait de personnification anthropomorphique d'armes, chaque fille incarnant les traits et les caractéristiques de l'arme qu'elle représente. Mais c'est surtout le grand succès du jeu Kantai Collection en 2013, avec un anime en 2015, qui popularisa auprès d'un public plus large les Mecha Musume. Dans le plus pur style Mecha Musume, on y trouve des jeunes filles qui sont des représentations anthropomorphiques de navires de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, elles ne sont pas de vraies humaines, même si leur apparence et comportement le soient. Elles utilisent un équipement représentant l'armement réel de leur navire modèle. Kankol a eu un impact significatif sur les travaux de Mecha Musume ultérieurs. En dehors des contributions de Shimada, il y a très peu d'animes de Mecha Musume, le style étant encore très confidentiel. Il n'existe pas non plus d'anime ou de manga de qualité suffisante pour faire des Mecha Musume un style reconnu. Ces œuvres ayant la fâcheuse tendance à se reposer uniquement sur l'esthétique et le moe, n'arrivant pas à proposer une narration ou une mise en scène intéressante, et restant encore trop marquées par ses origines d'illustration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.